Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, retour sur l'affaire Lola et les réactions médiatiques et politiques abjectes autour du drame. Nous reviendrons ensuite sur le rôle des drones iraniens dans la guerre en Ukraine. Et enfin, une page britannique avec le Premier ministre Liz Truss, déjà dans la tourmente. L'affaire Lola, un drame en passe de devenir une affaire d'État. 5 jours après l'assassinat de la jeune fille, les réactions politiques et médiatiques abjectes se multiplient. Un drame abominable et une séquence médiatique qui l'est tout autant. La jeune Lola, 12 ans, a été assassinée dans des conditions atroces vendredi. Depuis, la responsabilité de l'État est mise en cause par les uns, essentiellement à droite. Une responsabilité invoquée du fait de l'incurie des institutions à faire face aux enjeux sécuritaires induits notamment par la question migratoire, comme la nationalité des mises en cause l'illustre dans l'affaire Lola. L'indignation d'élus de droite pour ce drame a provoqué l'ire de la caste politique au pouvoir et de la gauche insoumise. Des gauches libérales ou sociales qui ont pour point commun le progressisme et la défense de l'immigration et qui trouvent ici un point de convergence pour minimiser le drame. Ainsi, l'ancien pensionnaire des plateaux de télé et désormais député insoumis Aymeric Caron jette des fleurs au ministre de la Justice Dupond-Moretti qui s'est fendu d'une sortie particulièrement abjecte en victimisant la principale suspecte. Celle qui fait figure de principale suspecte a 24 ans. Elle est inconnue des services de police, sauf qu'elle a été victime, semble-t-il, de violence, et c'est comme ça que les services de police la connaissent. À peine quelques mots pour la victime que le ministre de la Justice reprend son rôle d'avocat de criminel. S'en est suivi une inversion accusatoire. Le ministre, accusé de laxisme, s'en est pris à ses détracteurs. Je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied. C'est une honte, monsieur le député. Un ministre qui adopte la même ligne de défense que la gauche insoumise. L'ensemble de l'écosystème progressiste a suivi le mouvement, avec notamment la présidente de l'association La Voix de l'Enfant, une obscure association se servant du travesti Bilal Hassani comme ambassadeur. La gauche du caviar et la gauche des allocs, main dans la main, pour s'en prendre aux quelques politiques qui s'émeuvent de l'abomination et de sa cause ici incontestable, l'immigration. La présidente du RN s'est exprimée mercredi sur ce sujet. La suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire, et ce, depuis plus de 3 ans. Une fois de trop. Et vous ne pourrez pas évacuer le sujet comme vous le faites en toutes circonstances et comme vient de le faire le ministre de l'Injustice en criant à la récupération et en attaquant par cet argument éculé ceux qui s'en scandalisent. Trop de crimes et de délits sont commis par des immigrés clandestins que l'on n'a pas voulu ou pas su renvoyer chez eux. Le préfet l'Allemand l'écrit lui-même dans son livre. Un délit sur 2 à Paris, dit-il, est commis par un étranger, souvent en situation irrégulière. 100 fois, Madame la Première ministre, nous vous avons interpellé sur ce laxisme migratoire, sur ces obligations de quitter le territoire dont 90% ne sont pas exécutées. Une intervention face à laquelle le Premier ministre Elisabeth Borne a répondu à côté, fuyant une nouvelle fois ses responsabilités. Un peu de décence, Madame la Présidente. Un peu de décence et respectez la douleur de la famille, Madame la Présidente. Face à un drame, d'abord, respectons la douleur de la famille et laissons la police et la justice faire son travail. Si le travail était fait par l'appareil judiciaire et policier, nous n'en serions pourtant pas là. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a lui-même affirmé que le gouvernement reconnaissait devoir faire mieux en matière d'expulsion de clandestins, quand le président Macron a lui été forcé de recevoir la famille de la victime, alors qu'il s'était montré très discret dans un premier temps. L'attaque en récupération des gauches est d'autant plus abjecte que celles-ci pratiquent allègrement la récupération à leur avantage pour ériger leur martyr, comme ils l'ont montré avec le délinquant Adama. Il y a quelques années, cette même gauche s'était servie de la mort d'un enfant migrant sur les plages méditerranéennes comme marchepied pour leur politique migratoire. Ce fut le cas notamment du ministre Taubira, dégoulinante de vers maladroits, ou même du président Hollande. Un enfant qui est retrouvé noyé sur une plage
en Turquie parce que sa famille voulait rejoindre la Grèce et donc l'Europe. C'est une tragédie, mais c'est aussi une interpellation à l'égard de la conscience européenne. L'Europe, c'est un ensemble de principes, de valeurs, et notamment qui oblige à accueillir celles et ceux qui sont chassés, qui cherchent refuge parce qu'ils sont persécutés. Une récupération politique qui ne serait admise que pour certains, donc, et surtout un traitement médiatique à géométrie variable, comme l'illustrent les unes du jour de Libération et du Monde, qui n'évoquent pas un drame qui émeut une grande partie de la population qui probablement ne les lit pas. Au lieu de débattre de la responsabilité politique du gouvernement, dans la non-expulsion des clandestins, il est débattu de récupération politique, une absurdité qui dessine une nouvelle ligne de rupture dans un pays déjà bien fragmenté. Jeudi, une manifestation est organisée par l'Institut pour la justice, une manifestation évidemment accusée de récupération, dans ce qui s'apparente à une autre récupération. L'affaire Lola pourrait avoir pour conséquence de redessiner les lignes d'opposition politique, alors que les questions de la crise sanitaire, puis la question sociale ont parfois rapproché les Insoumis et le RN, la question migratoire et donc sécuritaire devrait opposer des blocs tout autres, avec d'un côté une droite patriote avec le RN et possiblement les Républicains, et de l'autre les progressismes dans leurs diverses déclinaisons, affairistes et socialisantes. Depuis l'attentat du pont de Crimée, la Russie a indéniablement opéré un tournant dans le conflit en Ukraine. La guerre, prioritairement menée au sol, s'exporte dans les airs, rendant souvent impuissants les combattants ukrainiens. Symbole de ce revirement stratégique, les drones iraniens. Explication. Les Russes les ont baptisés Géranium 2. Ils sont ce que les anglo-saxons de Netflix pourraient appeler un game changer, un élément qui peut changer le cours des choses. Fournis par l'Iran à la Russie, les Shahed 136, des drones kamikazes, font trembler les autorités ukrainiennes, mais pas seulement. 2,5 mètres d'envergure, 3 mètres de long, 200 kilos, ces munitions rôdeuses sont faciles à transporter en toute discrétion. Elles peuvent même se loger dans des remorques de camions, transformables en rampes de lancement. Ces engins sont capables de voler à près de 180 km/h grâce à une puissance proche des 60 chevaux. Leur autonomie permet de voler bien loin du site de départ. L'OTAN estime qu'ils peuvent parcourir jusqu'à 1000 km. Du côté des concepteurs iraniens et des Russes, on estime que la distance pourrait aller jusqu'à 2500 km. Des trajets gigantesques dans le contexte actuel quand on sait que le territoire ukrainien mesure quelques 1300 km de large pour 900 km du nord au sud. De quoi inquiéter plus d'un pays autour de l'Iran. Ces Géranium 2 sont télépilotés ou téléopérés et décollent parfois sans que l'objectif ne soit programmé. Ils volent ainsi jusqu'à une zone définie et s'abattent ensuite, à l'image d'un rapace sur une proie, pour se détruire avec leur cible grâce à leur charge d'explosifs d'environ 50 kg. Une cible qui peut changer jusqu'au dernier moment. De quoi rendre particulièrement complexe leur neutralisation. En effet, si des tirs sont déclenchés pour détruire le Shahed 136 avant qu'il atteigne sa cible, l'explosion de sa charge peut engendrer des dommages collatéraux encore plus lourds que la destruction évitée. Par ailleurs, le Géranium 2 vole bas et sa faible teneur en métal le rend quasi invisible pour les radars. Le Shahed 136 crée également un important déséquilibre sur le plan financier. En effet, son coût de fabrication est très faible, de l'ordre de 20 000 €. Un prix dérisoire quand on le compare aux dégâts qu'il peut faire, mais surtout au prix d'un missile anti-aérien qu'il faudrait mobiliser pour l'intercepter. À titre de comparaison, un obus d'artillerie multiple coûte environ 30 000 €. Un missile de croisière est quant à lui évalué entre 500 000 et 6 millions, selon les modèles. À titre d'illustration, les Shahed 136 permettraient par exemple de frapper à 5 endroits différents pour seulement 100 000 €. Un rendement quasi imbattable pour une technologie iranienne qui complique considérablement la tâche ukrainienne, et ce malgré les envois massifs d'armes occidentales. Ultime point en faveur de ces munitions rôdeuses, la terreur qu'elles insufflent. Leur vol rasant s'accompagne d'un bruit assourdissant et les ravages qu'elles engendrent ne font qu'augmenter la peur des Ukrainiens vis-à-vis de ces nouvelles armes utilisées par les Russes dans de grandes villes du pays. Les Shahed 136 apparaissent donc comme un atout dans l'aspect psychologique de la guerre, une guerre qui devra toutefois prendre fin sur tous les terrains, y compris à Kherson, à l'est du pays, récemment annexé ou rattaché par la Russie, où les affrontements redoublent depuis plusieurs jours, au point de pousser Moscou
a organisé l'évacuation des civils de la zone. Au Royaume-Uni, Liz Truss est de plus en plus dans la tourmente. Alors que beaucoup appellent à sa démission, elle a dû faire face aux parlementaires pour une séance de questions au gouvernement. L'enjeu pour elle, conserver sa place au 10 Downing Street. 6 semaines après son arrivée au 10 Downing Street, Liz Truss est-elle déjà sur le départ ? Le Premier ministre britannique est de plus en plus désavoué depuis l'échec cuisant consécutif à la présentation de son mini-budget le 23 septembre dernier. La panique sur les marchés et la hausse spectaculaire des taux d'intérêt avaient entraîné une intervention de la Banque d'Angleterre devant un risque important pour la stabilité financière du pays. La compétence de Liz Truss avait alors été ouvertement remise en cause. Contrainte de faire demi-tour, elle avait remercié le 14 octobre son chancelier de l'échiquier Kwasi Kwarteng et l'a remplacé par Jeremy Hunt, ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Theresa May. Lundi, le nouveau chancelier de l'échiquier a annoncé qu'il présenterait un nouveau plan le 31 octobre. Il a d'ores et déjà annoncé que ce budget consisterait en des mesures difficiles comme une augmentation des impôts. Un total contre-pied par rapport au précédent budget. Le ministre a affirmé qu'il abandonnerait presque toutes les dispositions prévues par son prédécesseur, suprême désaveu pour le Premier ministre. Les baisses d'impôts avaient en outre fait partie de ses promesses de campagne. Liz Truss s'est exprimée pour reconnaître des erreurs tout en soulignant qu'elle s'était empressée de les réparer. Décidée à rester Premier ministre, elle est toutefois restée muette à la Chambre des communes lorsque Jeremy Hunt a annoncé l'abandon du programme qu'elle prônait, donnant ainsi l'impression d'être le véritable chef du gouvernement. De plus, elle ne s'est pas chargée elle-même de répondre à la séance de questions à la Chambre des communes, préférant déléguer Penny Mordaunt, ministre chargée des relations avec la Chambre et ancienne rivale dans la course au 10 Downing Street, ce qui a déclenché les railleries de l'opposition. With apologies to the Leader of the Opposition and the House, the PM is detained on urgent business. Outre l'hilarité des opposants demandant si Liz Truss se cachait sous le bureau, certains ont ouvertement lancé des appels à la démission. Liz Truss est contestée même dans son propre camp. Lundi, 4 députés conservateurs avaient appelé à la démission. On murmure qu'ils seraient bien plus nombreux à souhaiter ce départ. La question est, qui pour remplacer Liz Truss ? Jeremy Hunt, ministre qui a récemment pris de l'importance, Rishi Sunak, son rival malheureux, ou encore Penny Mordaunt, autre rival devenue une figure incontournable du gouvernement. Des rumeurs répandent le bruit d'un retour de Boris Johnson. Un retour en force qui pourtant ne va pas de soi suite à la récente démission fracassante et humiliante pour l'homme fort du Brexit. Mais de nombreux militants conservateurs le souhaiteraient ardemment. Boris Johnson avait-il pensé à un tel scénario ? Il se peut aujourd'hui que Liz Truss ait joué sa dernière chance lors de la séance de questions au gouvernement, affrontant Keir Starmer, chef de l'opposition, qui l'interrogeait sur les raisons la décidant à rester au pouvoir. Liz Truss lui a tenu tête, affirmant qu'elle était une battante, pas quelqu'un qui abandonne, et elle a rétorqué que son adversaire travailliste n'avait aucune idée, aucun plan. Il reste à savoir si cela lui suffira à réaffirmer son autorité. La réponse sera connue ce soir lors du vote d'une motion déposée par les travaillistes. Si de nombreux conservateurs votent en faveur de la motion et font ainsi pencher la balance, les jours de Liz Truss au pouvoir pourraient bien être comptés.